Brestois. Le Stade Brestois a certes perdu en Coupe de France, mais il a gagné un club ami, le Puy Foot 43, qu'on félicite pour sa belle victoire face au FC Lorient. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour évoquer ce qui est, mine de rien, la dernière semaine à 3 matchs du Stade Brestois cette saison. Une semaine qui a été agitée avec un déplacement à Monaco, une réception de Dijon, une réception de Paris, et on va enchaîner évidemment avec le déplacement à venir sur la pelouse de Marseille, ce samedi à 17h, un horaire qui, je pense, ne ravit pas forcément mon camarade de podcast aujourd'hui, à savoir Fanch. Eh bien bonjour à tous, et bien figure-toi que si pour le coup comme j'ai quelque chose de prévu samedi soir, et ben c'est parfait que ça tombe à 17h, j'aurai le temps de voir le match en direct. Donc pour le coup ça va à peu près. Bon, très bien. En tout cas, on aurait bien aimé avoir l'avis de Quentin là-dessus, mais malheureusement, exceptionnellement, il n'est pas là, donc on va devoir faire sans lui. On le retrouvera normalement dès la semaine prochaine, et par contre, on retrouvera quelqu'un d'autre dans cette émission, c'est notre traditionnel invité, puisqu'on reçoit Rémi, supporter de l'OM, qui viendra nous en parler en seconde partie de podcast. Mais bon, chose logique, avant la seconde partie, il y a quand même la première partie, tout simplement. Donc on est parti pour cette première partie, avec ce retour sur cette semaine agitée à 3 matchs. Jamais 203, jamais mieux que ça. Alors, cette semaine de 3 matchs, elle a démarré par un difficile déplacement à Monaco, défaite 2-0. Il n'y a pas forcément grand-chose à retenir de ce match. C'était un résultat logique, tu dirais, Franche ? Oui, les résultats tout à fait logiques dans le contenu, hein, de ce qu'on a vu. D'ailleurs, personne, je crois, après le match, n'a émis la moindre critique ou la moindre remarque sur un résultat qui aurait été volé par Monaco. Je pense que là, les statistiques, de toute façon, de la rencontre sont assez claires, hein. Si on les regarde, Monaco a tiré énormément au but. Brest, en revanche, n'a quasiment pas existé offensivement. J'ai pas de souvenir, c'est un des rares matchs de la saison où j'ai pas de souvenir d'occasion brestoise à proprement parler. Mais ce match aura au moins servi à une chose, c'est de redonner confiance, je pense, à Gauthier Larsonneur, qui a fait une grosse prestation ce jour-là, avec le penalty de Ben Yedder qui a été arrêté notamment. Et pas loin de 7 arrêts, je crois, parce que je vois 9 tirs cadrés pour Monaco et donc 2 buts. Il a fait une très belle prestation, mais Brest est passé, je pense, Brest est passé à côté de son match, mais de toute façon, Monaco était trop fort. À signaler que c'est le premier penalty manqué par Ben Yedder cette saison. Moi, je te rejoins aussi. Je dégage au final que 2 enseignements de ce match. Le premier, c'est effectivement le retour de Gauthier Larsonneur qui montre tout simplement qu'Olivier Dalloglio avait eu tort de le remplacer par Sébastien Cibois. Et le deuxième, ça devient un peu la coutume, c'est quand même la solidité de Brendan Chardonnay qui, malgré un match difficile de l'équipe, a performé. Et j'y reviendrai là-dessus. Ce premier match de cette série de 3 matchs, ça a aussi été le premier match de Lilian Brassier, qui a donc, il me semble, il a joué en défense centrale. Il me semble que c'était seulement son 2e match en défense centrale. On reviendra dessus à l'issue des 3 matchs, mais globalement, moi, j'ai trouvé cette première performance assez satisfaisante. Voilà, au moins ça rassure, surtout qu'on verra avec le match face à Paris, le 4e défenseur central, par contre, n'était pas forcément viable, tout simplement. En plus, ce match face à Monaco, il faut le remettre dans le contexte de l'époque, même si Monaco a perdu à Strasbourg le mercredi qui suivait. C'est une équipe qui restait sur une série assez incroyable je crois que c'était presque 15 ou 16 matchs sans défaite, que des victoires, avec plus de 2 buts marqués sur les 10 derniers matchs. Donc Brest a quand même tenu pendant plus de 75 minutes, a finalement cédé face au banc de touche monégasque, avec quand tu peux faire rentrer Golovin, Jovetic, des joueurs de Fabregas, voilà, quand tu fais rentrer un champion du monde, forcément, tu joues pas forcément dans la même catégorie, donc on ne s'attendait pas à grand-chose en termes comptables d'un déplacement à Monaco. C'est un petit peu frustrant juste de ne pas avoir réussi à tenir le nul un quart d'heure de plus, mais en soi, il n'y a vraiment rien à dire. J'avais très peur de cette série Lille-Lyon-Monaco. On a pris finalement 1 point sur 9. Bon, il n'y a rien d'alarme, enfin, il n'y a rien d'illogique à ça, je pense. C'est assez logique qu'on va pas forcément s'appesantir du coup sur ce premier match, hein. Comme tu l'as dit, Non, Brest n'a pas montré grand-chose, il n'y a pas grand-chose à attendre. On va passer à ce qui est peut-être tout simplement le match le plus important de la série, c'est la réception de Dijon. Victoire 3-1, avec quand même d'emblée quelques surprises dans le 11, avec la mise sur le banc de Romain Fèvre, d'Aris Belkebla, de Ronald Pierre-Gabriel. Tu en as pensé quoi de ce choix, toi, qui a surpris un peu tout le monde quand même, parce que c'était le match tournant et paf, ça tourne. Effectivement, match tournant. Après, match au milieu d'une série de 3 matchs en semaine, donc on peut comprendre qu'Olivier Dalloglio fasse un petit peu tourner. Il est revenu à son 4-4-2. Alors moi, ce qui m'a beaucoup surpris, c'est voir Charbonnier sur un côté.
Je n'ai pas vraiment compris, donc je pense qu'il remplaçait en fait numériquement Romain Fèvre qui sur le côté déjà Romain Fèvre, on pourrait en parler, c'est pas forcément quelque chose qui me plaît. Je trouve qu'il est bien plus à l'aise dans l'axe, un petit peu plus libre, un peu loin de cette ligne de touche là qui le contraint, lui qui aime bien aller à droite, à gauche. Donc Charbonnier sur le côté, c'est pas quelque chose qui me plaît. D'ailleurs, le lendemain, il me semble que dans les notes, c'est lui qui a eu la mauvaise note avec un 4 sur 10 à la fois dans l'équipe et dans le télégramme, il me semble. Après les changements, bah écoute, ils ont donné raison au coach, hein, je ne vais pas critiquer. Je trouve que c'est bien pour le coup qu'il ait pu donner du temps de jeu à Faussurier, qui m'a semblé offensivement très intéressant, même s'il me semble un petit peu responsable sur le but. Après, bon, sortir Belkebla pour le milieu de terrain, Lannes, Jean-Lucas, et surtout Jean-Lucas a été très 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 bon sur ce match. Il faut évidemment, comme pour Monaco, mettre en perspective. Contre Monaco, on est tombé contre plus fort que nous. Contre Dijon, on est tombé contre très faible aussi. Donc je pense que ça a aidé. Oui, justement, bah, tu l'évoques, ça a été l'homme du match de l'équipe, du télégramme, de beaucoup de monde, c'est Jean Lucas. Impressionnant, effectivement, offensivement, avec ses 2 passes décisives, même si bien aidé par les Dijonais. Défensivement aussi, moi, je l'ai trouvé hyper intéressant. Il a eu un abattage que je n'attendais pas forcément. Et moi, j'ai mon avis sur la question, mais je pense qu'il sera pas partagé pour tout le monde, mais je pense qu'aujourd'hui, Jean Lucas est indéboulonnable. On ne va pas le sortir du 11 jusqu'à la fin de la saison, sauf blessure, sauf suspension. Ah, donc ouais, tout va dépendre de toute façon du système de jeu qui est mis en place. En tout cas, si c'est un 4-3-3, effectivement, il est sûr de ne pas sortir. Après un 4-4-2, je pense qu'effectivement, avant, on était donc sur la feuille de match Lan Belkebla immédiatement, parce que de toute façon, il n'y avait que, puisque visiblement Magnetti et Mbog ne rentrent pas trop dans la rotation. Et d'ailleurs, ils sont très peu rentrés, si je dis pas de bêtises, sur les 3 Oui. matchs, là en l'occurrence, ils sont pas du tout rentrés même. À moins qu'Mbog ait pu jouer un petit peu. Mbok est rentré contre Dijon, il me semble. Nope. Non, Belkebla est rentré, Fèvre est rentré, Le Doiron et Pierre Gabriel, mais pas Mbok. Il n'était pas Bon. dans le groupe du tout d'ailleurs. Et du coup, ouais, je pense que comme toi, hein, Jean-Lucas, effectivement, aujourd'hui est indéboulonnable. Ce qui est un petit peu dommage, c'est que c'est un joueur qui finalement appartient à Lyon et qu'on ne fait pas progresser pour notre équipe, parce que l'année prochaine, sauf surprise, il ne sera pas là. D'autant plus qu'il a l'air de confirmer ses bonnes dispositions, qu'il va donc valoir un petit peu d'argent cet été, et je ne suis pas certain que Brest puisse s'aligner pour le récupérer. Après, ça dépend de voir ce que va faire le club au niveau transfert, hein. On en reparlera tout à l'heure. Effectivement, Jean-Lucas au milieu était très très bon, offensivement, défensivement, très à l'aise, très actif. Parfois, il a tendance encore à trop en faire, mais je pense que c'est pour montrer qu'il est là, et c'est un excès de bonne volonté, j'ai envie de dire. Après, effectivement, bon, moi je trouve toujours que Steve Monnier est un joueur pour Brest assez indéboulonnable aussi devant, assez incroyable, hein, tous les ballons qu'il prend de la tête, très calme. Je pense qu'il peut s'améliorer en revanche dans les remises au sol, dos au but. On a vu un Franck Honora également très, très percutant, qui fait vraiment une super saison, et malheureusement, là, il est très incertain pour Marseille d'après le télégramme du jour. Mais effectivement, voilà, c'était une prestation d'ensemble très aboutie en première période, avec un but évitable, cependant, c'est quand même souvent la norme d'encaisser un but contre Dijon à domicile, c'est vraiment dommage. Et après, je pense qu'on a un avis un petit peu différent sur la seconde période, où j'ai lu des choses, des gens qui étaient inquiets. Moi, je pense qu'on a juste fait que, comme contre Saint-Etienne, on a laissé le ballon aux Dijonais, en faisant un peu le dos rond, comme on dit dans le milieu du foot, et puis en attendant la fin du match, sans prendre trop de risques. Là, il fallait absolument tenir la victoire avec 2 buts d'avance, c'est chose faite. Une victoire cruciale, je pense, pour l'avenir de la saison. Sur cette deuxième mi-temps, moi aussi j'étais un peu surpris de voir que Brest laissait ballon, etc. Mais après en avoir discuté avec les amis du Dijon Show, à qui on souhaite bon courage parce que c'est compliqué pour eux, en fait ce qu'ils nous disaient c'est que c'est ce qui se passe à chaque match de Ligue 1, même Lille l'a fait, c'est-à-dire que Dijon perd à la mi-temps, l'équipe adverse laisse le ballon parce qu'ils savent que Dijon ne va rien faire. Et c'est ce qui s'est passé. Ils ont peut-être 60% de possession en deuxième mi-temps. Ils n'ont pas une seule occasion. Ils ont centré je sais pas combien de fois, mais quand tu centres sur Brendan Chardonnay, surtout dans sa forme actuelle, il y a rien à craindre. Donc, effectivement, c'est pas beau, c'est pas ambitieux, ça fait râler, mais c'est tout simplement pragmatique, hein. Tu prends pas de Voilà, risque. Tu prends pas le je risque suis de tout te à fait faire d'accord. contrer. Je me permets d'abonder en ton sens et de donner juste quelques éléments factuels sur ce que tu disais sur la deuxième période. Dijon en deuxième mi-temps, c'est 66% de possession de balle, 7 tirs au but et un seul tir cadré de toute façon. Et c'est voilà, 44 attaques qui sont considérées comme dangereuses contre 13 pour Brest. Donc effectivement, Brest, c'est que 2 tirs, 0 tir cadré, ça fait très frileux. Mais je suis d'accord avec le terme que tu dis, c'est du pragmatisme. Là, il fallait absolument remporter la rencontre. Quel aurait été l'intérêt de continuer à jouer
on sait quand on joue, on s'expose finalement à des contres adverses. Et perdre des points contre Dijon aurait été vraiment quelque chose de problématique. Là, on a pris les 3 points, c'était vraiment très important. Oui, et puis quand même, ça c'est une impression. Je pense que depuis le match aller face à Metz, on n'avait pas senti un Brest aussi serein. Alors bien sûr, c'est peut-être parce que, enfin c'est même sûrement parce que c'est Dijon, c'est 0, mais c'est aussi parce que, j'y reviens encore une fois, j'ai trouvé Lilian Brassier mieux qu'à Monaco, donc plutôt bon. Et une alliance qui marche assez bien avec Brendan Chardonnay en plus. Effectivement, c'était que Dijon, mais pour un garçon qui n'a même pas 5 matchs de Ligue 1 dans les pieds, c'était très satisfaisant. Et après ce match, c'était presque la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est si on voit contre Paris, comment ça va se passer. Parce que honnêtement, j'en attendais pas forcément grand-chose. Là, c'est une grande satisfaction. Un autre joueur dont je n'attendais pas grand-chose sur ce match, et là, je vais être le premier à faire un mea culpa, c'est Erwin Cardona, qui a quand même été un peu à la ramasse ces derniers mois, et qui a été bon contre Dijon, qui marque encore une fois un but incroyable. Le pourcentage de buts magnifiques qu'il met doit être absolument Contre élevé. Dijon. Oui, en plus, mais qui, au-delà de son but, a même fait un bon match dans l'implication, beaucoup de bonnes courses. Donc voilà, j'ai douté d'Erwin Cardona, je pense que je suis pas le seul. Sur ce coup, il nous a montré que c'est Moi, je doute toujours, hein. Pour être honnête, moi, je doute toujours sur Eric Cardona. Je trouve qu'il a beaucoup de spontanéité, beaucoup d'envie de bien faire, mais trop de lacunes dans la finition, dans les déplacements. Dans le jeu sans ballon, c'est compliqué, je trouve. Il peine à se rendre vraiment disponible, à faire les bons appels. Alors parfois, il n'est pas forcément servi, mais même techniquement, il pêche un petit peu. Je le vois faire des contrôles, enfin rater des contrôles, pousser trop loin sans ballon lorsqu'il va accélérer. Alors, il est évidemment perfectible, il est encore jeune. mais néanmoins, il montre qu'il a le niveau de Brest, tout simplement. Brest Bien peut sûr, peut-être bien sûr. voilà, moi, ça me choque pas de l'avoir Bah, titulaire. s'il réussissait tout, de toute façon, il serait pas à Brest. Oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. On va pas forcément trop développer non plus sur Dijon, mais je vais quand même finir sur une question un peu provocatrice pour toi qui tente de raison garder autant que possible. Sur ce match, Brest enterre définitivement Dijon. Brest Oui. remonte à la 13e place, compte 9 points d'avance sur le 18e. Est-ce qu'on peut déjà dire qu'on est maintenu? Ah, il connaît ma réponse avant de poser la question, c'est fou. Non, non, bien sûr que non. Bien sûr que non, on ne peut pas dire qu'on est maintenu. C'est impensif de dire que dans le foot, tout va très vite, bien sûr. Mais non, on peut pas dire qu'on est maintenu avec 9 points d'avance alors qu'il en reste 30 à prendre. Quand on est Brest, on est à l'abri de rien du tout. Pour autant, mieux vaut être dans notre situation que dans la situation nîmoise, lorientaise ou stéphanoise. Nantaise, j'en parle même pas, et Dijon, je pense que pour eux, de toute façon, malheureusement, aussi sympathique soit-il, pour eux, l'année prochaine, ce sera la Ligue 2. Non, non, pour moi, on n'est pas maintenu. On va se maintenir si on reste sérieux. Il n'y a pas de raison qu'on ne se maintienne pas aujourd'hui. Là, on est début mars, c'est quand même plutôt encourageant. 34 points, comme tu dis, 9 points d'avance sur Nîmes, sachant qu'on n'est pas non plus 17e. Il y a Strasbourg, Bordeaux, Saint-Etienne, Lorient qui sont aussi derrière nous. Donc éventuellement, si Nîmes fait une grosse série, Lorient qui est quand même à 7 points doit aussi nous rattraper. Il faut qu'on reste sérieux. Je pense que si on atteint les 40 points, ça devrait être bon pour se sauver en Ligue 1 l'année prochaine sans passer par les barrages, c'est-à-dire 2 victoires sur les 10 derniers matchs. 2 victoires, donc 6 points sur 30 à prendre. Voilà, si on ne les prend pas, c'est qu'on n'a rien à faire en Ligue 1 de toute manière. Et je crois que Quentin, on en discutait avant, parlait lui de 38 points, et moi qui étais un peu plus optimiste, je parlais même de 35-36. Donc effectivement, on est très proche de cette base. Pour moi, on est très proche du maintien. Il n'y est pas forcément encore. Par contre, il y a une chose dont on est loin, c'est la victoire en Coupe de France. Là, c'est pas cette année qu'on va la gagner, malheureusement. On va passer du coup par la présente au match peut-être le moins important au final de la série, mais qui paradoxalement est celui qui a fait couler le plus d'encre, le plus de discussions. Donc défaite 3-0 face au PSG avec un grand Kylian Mbappé, mais surtout avec un 11 remanié des deux côtés. Un turnover notamment du côté brestois qui a beaucoup divisé. Je sais que toi, Fanch, ça t'a même considérablement énervé, on peut le dire. Oui, oui, je peux donner mon avis là-dessus. Ouais, ça m'a énervé. Pourquoi? Et c'est même pas au regard de la composition du PSG, parce que je me doutais de toute façon que le PSG ne mettrait pas son équipe type à 3 jours, 4 jours de Barcelone, un match si important pour eux, même s'ils sont quasiment qualifiés. On sait le PSG en Ligue des Champions, tant que c'est pas fait avec eux, voilà. En revanche, de notre côté, je me suis mis à la tête de l'entraîneur, je me dis qu'est-ce que j'aurais fait à sa place? C'est-à-dire qu'on en a joué effectivement 2 matchs contre Monaco-Dijon, on a gagné le match de Dijon, on s'est donné un petit peu d'air au classement, on vient d'en parler, on a 9 points d'avance.
techniquement, donc, je pense qu'on va se maintenir. Ça devrait le faire sans trop de soucis. Donc, pourquoi... Enfin, la saison, en fait, elle est quasiment terminée à part le maintien. Une fois que le maintien sera acquis, il n'y aura plus grand-chose à jouer. Pourquoi pas se donner les moyens de faire un petit truc en Coupe de France, d'autant plus qu'on sait que cette année, il y a beaucoup de clubs de Ligue 1 qui ont déjà été éliminés. Effectivement, tu joues le PSG. Bien sûr, c'est un match très compliqué. C'est le pire adversaire, je pense, que tu pouvais te prendre pour le Stade Brestois. Mais pourquoi tu ne fais pas jouer ton équipe titulaire? Alors, il y a plein d'arguments pour me contredire. Parce qu'il faut faire tourner, j'entends. Parce qu'il faut concerner tout le monde, j'entends aussi. Mais moi, je peux apporter des éléments contradictoires. Tu fais jouer ton équipe titulaire face à cette équipe du PSG un peu remaniée. Quand tu vois une défense Kerrer, Danilo, Diallo, Baker, quand tu mets tes joueurs phares, je pense que tu te donnes carrément plus les moyens, notamment à Mounier qui aurait énormément pesé cette défense, les moyens de faire vraiment un coup contre le PSG. Alors je te dis pas de mettre l'équipe type, tu peux même faire un ou deux changements, mais là faire jouer un milieu Fadiga, remettre Duverne derrière, Ball qui a été très bon par ailleurs, Philippe Otto, c'est pour moi un manque d'ambition et c'est vraiment dommage pour le coup. Parce qu'il y avait peut-être potentiellement, t'élimines le PSG, tu te fais le max de confiance, et derrière tu rejoues contre Marseille que 7 jours après. Et sachant que Marseille, il y a 2 matchs. Nous, ils ont joué le dimanche, ils se sont fait lamentablement éliminés. Et ils jouent mercredi, donc avant notre enregistrement, contre Rennes. On arrivera forcément plus frais qu'eux. Alors, bon, j'entends les gens qui disent qu'il fallait faire tourner, faire jouer un petit peu tout le monde, etc. De toute façon, on a perdu. En plus, le tirage donne le Lille maintenant, donc c'était pas forcément non plus gagné pour Brest. Mais je trouve que c'est un peu un manque de courage, un manque d'ambition de la part du coach. Tout simplement, sur le coup, j'étais énervé avec le recul, c'est passé, c'est pas un scandale ce qu'il a fait, hein. Mais j'étais un peu énervé de voir là, déçu du manque d'ambition, et c'est tout. Alors, de mon côté, moi aussi, j'étais assez énervé en voyant ça, mais je vais développer un peu. Moi, au final, j'ai eu 3 réactions en voyant le 11, fuité d'abord dans la presse, puis sur le papier, tout simplement. La première réaction, c'était de la surprise, parce que j'avais peut-être naïvement considéré que le choix de mettre Fèvre, Pierre-Gabriel et Belkebla sur le banc face à Dijon, ça signifiait qu'on jouerait la Coupe de France à fond, qu'on reposait nos vrais cadres pour les mettre sur le vrai match. Et bah, finalement, ça n'a pas été le cas. J'ai été déçu, assez énervé, et j'ai été aussi, bon ça c'est un aparté, mais j'ai été assez énervé par certains arguments que j'ai entendus, et il y en a un qui vraiment m'a insupporté, c'est l'idée de dire que bah, de toute façon, il n'y a pas de public, donc ça sert à rien de jouer la Coupe de France. Ah, bah, alors ça, c'est un argument qui pour moi n'a aucun sens. Mais... Je vais revenir dessus, hein, j'espère ne vexer personne, mais je prends l'exemple des Glasgow Rangers qui ont été champions d'Écosse ce week-end, pour la première fois depuis XX années. Je pense pas qu'il y ait un seul supporter des Rangers qui crache aujourd'hui sur le titre de champion d'Écosse parce qu'il n'y avait pas de public. Pour y avoir été, je pense pas qu'il y ait un seul supporter de Leeds qui ait craché sur la montée de Leeds parce qu'il n'y avait pas de public en fin de saison. Et honnêtement, quand on est un club comme le Stade Brestois qui, il faut l'admettre, n'a aucun trophée majeur, et on n'en a pas besoin pour aimer notre club, ça c'est certain. Mais je conçois pas qu'on puisse dire simplement, oh, bah s'il n'y a pas de public, ça sert à rien. D'autant que, effectivement, il n'y a pas de public, mais la situation est la même pour tout le monde. Évidemment, ça paraît logique, c'est même pas la peine de le dire. Évidemment qu'on aimerait tous qu'il y ait du public. On est les premiers à regretter de ne pas pouvoir aller au stade. Toi, tu as fait je ne sais combien de stades il y a 2 ans, t'en as bouffé des kilomètres pour voir. Voilà. Moi, ça fait pareil, ça fait plus de 10 ans que je suis abonné au stade. C'est une passion qu'on partage. D'ailleurs, on fait pas ce podcast pour simplement rester devant la télé. Évidemment que nous, on a envie d'y retourner. Mais pas pour autant que j'ai pas envie de voir le Stade Brestois performer et nous offrir justement des émotions encore plus cette année, tellement on en manque, quoi. Mais bon. Et je rajoute un point, bon là, ça serait un autre débat plus général qui serait ouvert, mais dire ça revient à dire que il faut accepter d'aligner la meilleure équipe uniquement parce qu'il y a des gens qui payent leur place pour venir au stade. Je sais pas, je suis pas à l'aise avec cette idée que tu dois payer pour avoir ta meilleure équipe. Enfin bref, je ferme cette parenthèse et je vais revenir sur ma troisième réaction sur le 11. C'était un peu de l'incompréhension, parce que au-delà du choix de faire le turnover, j'ai trouvé les choix un peu étranges. C'est-à-dire le premier choix qui va évidemment revenir dans la discussion, c'est le choix de Jean-Kévin Duverne. Est-ce que Jean-Kévin Duverne a vraiment mérité une nouvelle chance, que ce soit par ses performances ou même son attitude au quotidien? Alors, j'aurais tendance à dire que non. Bon, après, on pourra objecter qu'on voulait absolument reposer Brandon Chardonnay, et effectivement, il n'y avait personne. Denis Main semble être toujours trop juste, bon, d'accord. Mais au-delà de ça, est-ce que on rend service à Jean-Kévin Duverne et à Sébastien Cibois en les mettant face au PSG, en les mettant face à Mbappé? Là, je pense qu'il n'y a pas de doute, le match a donné la réponse, hein. C'est non. Duverne s'est très clairement fait allumer de toutes parts, c'était mérité, il fait vraiment un match horrible, je reviendrai dessus. Sébastien Cibois, bah,
peu pas grand-chose sur les buts, mais il a pas franchement convaincu non plus. En gros, on met des joueurs un peu sans repère et qui étaient presque déjà au fond du trou face à un Paris qui est intrinsèquement plus fort que nous théoriquement. Bon, voilà. J'ai trouvé ces deux choix un peu étranges. Par contre, les autres, voilà, je peux les comprendre, mais ces deux choix, je trouvais assez étranges. Par contre, je tiens quand même à préciser une chose, et c'était induit dans le message de Franche, c'est que on aurait même mettre l'équipe type, mais ça ne dit pas que l'équipe type aurait gagné ce match. Elle l'aurait peut-être bien pas sûr. perdu. Elle aurait peut-être pas gagné, elle aurait peut-être pas perdu, on ne sait pas, mais voilà, c'était juste les interrogations sur ce 11. On peut comprendre que ça ait fait débat, mais bon, voilà, ça a été ça le choix de l'entraîneur. Maintenant, on va peut-être passer au match en lui-même. Ah, je reviens juste sur Duverne, je suis d'accord, et en plus le pauvre, il se prend Kylian Mbappé. Donc certains disent, oh, bah, il a été confronté face à Mbappé. Qu'est-ce que vous voulez lui reprocher? Mais en fait, c'est pas le fait qu'il soit en difficulté face à Mbappé, c'est l'attitude générale qui m'a un petit peu dérangé, cette nonchalance, pas vraiment cette envie de se dépasser. Un joueur comme Ludovic Ball, qui a 34 ans, a été absolument exemplaire sur ce match, alors que forcément, il a aussi des lacunes liées à son âge, voilà, c'est pas le meilleur joueur de Ligue 1, mais il a été absolument remarquable. Philippe Otto, qui joue peu, a été plutôt bon. Même Le Doiron a fait un plutôt bon match. Dans l'ensemble, c'est un bon match de l'équipe et c'est d'autant plus frustrant de pas avoir eu l'occasion de voir l'équipe type. Mais bon, bref, on va pas en parler pendant 6 ans. C'est chose faite, maintenant passons à autre chose. Bah, justement, moi, je vais rebondir sur Duverne. Effectivement, il y a eu cette défense de dire, ouais, bah, c'est Mbappé en face. D'accord, bon, allez, ça peut excuser le niveau défensif, les erreurs, etc. Mais là, je vais mettre les pieds dans le plat. Pour moi, c'est le pire match de Jean-Kévin Duverne cette saison. Parce que défensivement, c'était pas bon. C'était toujours aussi apathique. Et surtout, et ça, c'est inquiétant, il n'était pas du tout inspiré techniquement. Ses relances, c'était pas très bon. Il n'y a pas eu beaucoup d'initiatives. Et c'était ça qui le sauvait, en fait, en début de saison. Et là, bah, très clairement, il y avait pas grand-chose, il y avait rien. Là, très clairement, s'il y avait un doute sur le fait qu'il soit troisième ou quatrième, il y en a plus aucun. Quelle déchéance, parce que il commence la saison capitaine quand même, hein. Et oui. Et là, il se fait déplacer par un Lilian Brassier qui, voilà, c'est la dernière fois que je vais l'évoquer, a été plutôt bon. Peut-être un peu juste sur le deuxième but, mais plutôt bon. Et c'est peut-être un des grands enseignements que je retire de ce match, c'est que Lilian Brassier aura une carte à jouer l'an prochain avec une préparation. Pour rappel, si le Stade Brestois se maintient, il rejoint le Stade Brestois contre 2 millions d'euros. Donc, je suis curieux, je trouve que voilà, j'avais des doutes sur le joueur, on savait pas trop à quoi s'attendre. Pour l'instant, c'est positif, donc j'ai hâte de le voir l'an prochain. Et peut-être autre chose qu'on aurait adoré voir l'an prochain, mais qu'on ne verra tout simplement pas, c'est Romain Fèvre dans l'axe. Ça, c'était incroyable. Moi, je pense que son poste, c'est vraiment dans l'axe. De toute façon, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Sur le côté, il a des qualités, hein, mais je trouve qu'il est trop bridé, justement. C'est pas un joueur comme Honora qui aime bien, voilà, qui va déborder, qui va faire des bons centres. Fèvre, on sent qu'il aime bien quand même revenir vers le but, revenir vers l'axe du terrain, chercher des solutions, chercher des relais, des relais un petit peu courts, proposer des 1-2. Il s'améliore un petit peu dans son jeu, lui, contrairement à Cardona, dans son jeu sans ballon, etc. Mais c'est vraiment dommage de s'en passer dans l'axe. Je suis d'accord avec toi. Globalement, Brest fait un bon match, beaucoup d'occasions, un bon match du gardien parisien en face, un jeu assez varié aussi peut-être, hein, tout simplement. Et justement là, bon, on va pas remettre le couteau dans la plaie, mais je me dis qu'avec un Steve Mounier, bon, ouais. Et bon, pour finir sur Feb, moi j'avais une question, c'est une idée qui m'est venue un peu en tête comme ça en préparant le podcast. Est-ce que ça vaudrait pas le coup d'essayer une association Jean-Lucas Romain Fèvre dans l'axe? J'ai peur pour l'équilibre parce que c'est quand même deux joueurs qui sont portés vers l'avant. Et si on joue avec Fèvre, Jean-Lucas dans l'axe, plus tu mets Honora, Cardona, Mounier et toute la clique, j'ai peur ça fasse un ensemble un petit peu déséquilibré. Alors peut-être tu peux faire avec Fèvre, Jean-Lucas, Lannes par exemple, ou Fèvre, Jean-Lucas et Belkebla en point de basse et en 4-3-3, pourquoi pas? Oui, c'est à voir. C'est une arme, en tout cas, c'est un plaisir de voir que bah, Romain Fèvre n'est Je pas qu'un pense milieu. qu'une fois, je pense qu'une fois, si on arrive à atteindre le maintien assez rapidement, peut-être qu'Olivier Dalloglio se permettra plus de liberté dans ses compositions et de tenter des choses. Tant que le maintien ne sera pas acquis, je serais surpris de voir ce genre de tentative. Une fois le maintien acquis, on devrait peut-être aussi voir plus Fadiga, qui certes est fautif sur le premier but, mais fait pas un mauvais match, hein, j'ai trouvé. Non, c'est pas caché en deuxième mi-temps, il a été plutôt volontaire. Bon, mais de toute façon, sa connerie coûte un but, donc ça. Ouais. Bon.
Après, s'il coûte un but, après, il y a l'alien Mbappé qui passe par là, un magnifique but. Oui, bien sûr, oui, il perd le ballon au milieu de terrain, il le perd pas non plus dans sa surface. Le but que met Mbappé, le premier, est incroyable, bien sûr, évidemment. Et c'est difficile de tomber sur un jeune comme Fadiga qui avait certainement envie de bien faire contre son club en plus, hein, le club auquel il appartient. Je tomberai pas sur lui aujourd'hui, ça c'est clair. Non. Et puis, ça fait plaisir à dire, mais jurisprudence Jean Lucas, qui s'est fait tomber dessus sur le premier match et qui aujourd'hui se révèle très important. Donc voilà, à Ouais. voir. Peut-être pour résumer un peu cette série de 3 matchs, ça serait quoi le mot, en un mot, les 3 matchs? En un mot, c'est compliqué. Je dirais mitigé, mais mitigé ou presque satisfaisante parce que finalement la défaite contre Paris nous coûte rien en championnat. Celle à Monaco était attendue, il fallait gagner contre Dijon, on en a mis 3, donc bon, ça reste bien. Oui, je te rejoins totalement. C'était le match de Dijon qui comptait. Je sais pas si tu as des points à ajouter sur ces 3 matchs. On est passé assez vite, mais au final, il n'y a pas forcément de choses à dire sur Bon, Monaco. content de voir les 3 offensifs marqués contre Dijon, ça m'a semblé important de voir Mounier, Honora et Cardona marquer pour la confiance, c'est important. Non, sinon, voilà, je pense que Brest suit son rythme et son chemin de croisière vers le maintien. Et voilà, on disait 10 matchs à jouer encore, on reçoit pas mal de concurrents directs, donc le taf devra être fait. Très bien, le taf devrait être fait et on va passer au taf, à la seconde partie du taf, c'est-à-dire aux news. Ah, les supporters là, c'est quoi les news ce soir? Et bon, les news ne seront pas très fournies, mais malheureusement, il y a des mauvaises nouvelles. La première mauvaise nouvelle, malheureusement, c'est pour les amateurs, c'est-à-dire pour les jeunes et la D2F. La FFF avait annoncé des dates de reprise et le gouvernement est malheureusement passé par là, donc c'est saison blanche. C'est vraiment très frustrant pour les féminines, mais peut-être encore plus pour les jeunes qui du coup perdent tout simplement presque 2 ans de leur formation, s'ils étaient déjà arrêtés en mars dernier. C'est compliqué, c'est dommage pour eux. Je pense que les clubs ont trouvé des moyens de pallier à l'absence de compétition, mais voilà, c'est dommage. On pense à eux, on va dire. Absolument. Peut-être pour être sur du plus joyeux, hein, on va enchaîner sur une rubrique habituelle, mais un peu plus light, c'est-à-dire les anciens Brestois. À cet égard, à l'initiative de Franche, on a décidé en fait d'effectuer le suivi de ces anciens Brestois plutôt sur Instagram, parce que ça permet un suivi en direct. Je veux dire, est-ce que savoir que Steven Joseph Monrose a fait un bon match avec le Nefti Bakou 5 jours après le match en question est forcément très intéressant? Je sais pas trop, mais bon. Et cela dit, il a vraiment fait un bon match hein, ce week-end. Mais on va quand même continuer à mettre en avant quelques petites performances remarquables et une ou deux par semaine peut-être, je sais pas. Et cette semaine, bah moi j'ai envie d'en mettre une en avant, c'est évidemment celle d'Alexis Taipa qu'on salue d'ailleurs. Alors Alexis Taipa, c'est possible que vous ne le connaissiez pas. C'est un latéral gauche qui était passé par le Stade Brestois, il me semble, c'était 2013, 2014, 2015. Je sais que si, quand c'est Quentin qui aurait pu te répondre à ces questions, moi honnêtement, Oui, je crois que c'est ça. c'était sous C'était Furlan. Ok, oui, donc ça doit coller. C'est après 2015 du coup. D'accord. Mais donc c'était un joueur plutôt bien coté hein, quand même côté brestois, qui n'a Qui était parti malheureusement, à Angers. voilà, qui n'a pas eu sa chance en professionnel, qui est parti à Angers, qui a eu le soutien pendant toute sa carrière d'Eric Assadorian. On sait qu'il y avait eu une grosse engueulade entre Eric Assadorian et le coach de l'époque sur le fait de ne pas lui proposer un contrat pro. Et voilà, il était un peu disparu. Il me semble qu'il s'était blessé plusieurs fois à Angers. Et paf, de nulle part, il surgit ce week-end avec son équipe de Le Puy Foot 43, en éliminant donc le FC Lorient en Coupe de France. Vraiment bravo à lui, ça fait plaisir de voir ce genre de jeunes ressurgir, exister. C'est un peu ça, la magie de la Coupe de France. Et puis en plus, c'est face à Lorient. Donc on le salue, on le félicite. Il me semble qu'ils joueront donc face à Rumilly pour le prochain tour. Une huitième de finale de Coupe de France entre deux N2. Voilà, bon. On lui souhaite une qualification, d'autant que Quentin confirmera, c'est quand même un garçon très très sympathique. Et voilà, c'est à peu près la seule chose que je voulais ressortir des anciens Brestois. Je sais pas si toi tu as quelque chose, quelqu'un qui a marqué ton attention. Pas qui a marqué, mais Ibrahima Diallo quand même qui a repris le chemin des Oui, terrains, parce qu'il avait été absent depuis plutôt longtemps avec Southampton. Il avait raté facilement une dizaine de matchs, et d'ailleurs son club, dans la même période, a enchaîné les très mauvais résultats. Là, il est revenu, il était titulaire. Alors Yann, tu vas me rappeler contre qui? contre Sheffield United, Contre Sheffield, qui est dernier d'ailleurs. voilà,
la lanterne Et donc rouge. Diallo a repris sa place de titulaire parce qu'il joue maintenant au milieu de terrain à Southampton en ayant fait de très belles prestations avant qu'il ne se blesse. Et il rejouera ce week-end ou demain, je ne sais plus, ce mercredi je crois, contre Manchester City. Donc ce sera un gros test pour lui. En première ligue, oui, c'est ça, Manchester City Southampton, mercredi à 19h. Donc le podcast sera certainement sorti déjà. Mais vous pourrez donc voir, on mettra sur nos réseaux sociaux de suivre le match si vous voulez. Hein. Et vous pourrez voir la prestation d'Ibra Diallo qui visiblement a l'air de bien s'intégrer à la première ligue et de faire ses preuves. Oui, ça fait plaisir. Je pense que c'est tout, hein. On n'a pas d'autres Brestois. Je ne crois pas. Ah bah, c'est pas vraiment un ancien Brestois qui a brillé, c'est plus un ancien Brestois qui existe, qui revit quand même. C'est Samuel Grandsir. Son nom avait circulé notamment cet été lorsqu'il était question peut-être d'un retour à Brest ou non. Donc finalement, après 6 mois dans le loft monégasque, il va quitter la France et il va devoir a priori s'engager avec le LA Galaxy en MLS, l'ancien club de Zlatan Ibrahimovic et de David Beckham. Bon, c'est peut-être d'ailleurs déjà fait à l'heure où vous écoutez ce podcast. On lui souhaite la meilleure réussite, mais c'est malheureusement pas une surprise. On n'a pas d'autres infos transferts ou quoi que ce soit non Si, plus. alors au niveau des transferts, il y a un article aujourd'hui dans l'équipe concernant Romain Fèvre. Alors on va peut-être rebondir dessus, Yann, si tu es d'accord. Très bien. Donc c'est un article du Go de l'Homme pour l'équipe hein, qui qui titre Fèvre l'été brûlant, donc révélation de la saison de Ligue 1, le milieu offensif brestois courtisé notamment en Allemagne, sera l'un des enjeux du prochain mercato estival. Alors effectivement, il serait courtisé, donc il y a des clubs qui sont cités dans l'article, on parle de Leverkusen, de Dortmund, donc pas non plus les clubs de quartier. Hein. On parle de Leeds, on parle également de l'Olympique Lyonnais, donc ça c'est une rumeur qui était revenue déjà, je ne sais pas si on doit y croire, l'Olympique Lyonnais, hein. Et d'autres clubs du top 5 français et d'autres clubs européens dont les noms n'ont pas filtré. Alors Grégory Lorenzi a été interviewé, enfin en tout cas il parle dans ce papier, il dit que Ibrahima Diallo ayant été vendu 15 millions d'euros, on sait qu'un joueur offensif vaut forcément plus cher, donc il serait évalué, valorisé dans les 20 millions d'euros, et le club ne se dit pas vendeur, même si, à partir d'un certain niveau de sollicitation, visiblement le club ne pourra pas en tout cas écouter ce qu'on leur propose. Grégory Lorenzi avait d'ailleurs déjà, dès cet hiver, eu des contacts avec différents clubs, différents représentants, et avait demandé de ne pas faire d'offre, ni une offre avec un prêt derrière, parce que ça ne l'intéressait pas, que c'était du temps perdu pour eux. Mais cet été, il est très fort possible et probable que Romain Fèvre anime nos podcasts et nos débats, parce que il va être très difficile pour le Stade Brestois de le vendre, et on se dirige encore plus que pour Diallo, d'une part sur un transfert record pour le Stade Brestois, d'autre part sur une plus-value exceptionnelle par le Stade Brestois, et une troisième part par une disaster class de Monaco, encore une fois. Oui, c'est vrai, à l'époque monégasque. Allez, on est bien en amont, hein, mais tu mettrais quel prix, un petit pronostic sur le prix de départ de Romain Fèvre? Ouais, je pense moi je dirais entre 15 et 20. Oh, ah oui, tu prends la fourchette basse. Moi, je suis plus sur du 25-30. Bon. D'accord. Je prends la fourchette basse, je prends la fourchette basse et je t'explique pourquoi. Tout simplement parce que crise économique, crise Covid, je ne sais pas si tous les clubs pourront se permettre. Alors peut-être que je me trompe et que au final ça va reprendre comme en 40 et que les prix seront affolants. Mais je préfère me mettre une fourchette basse en me disant, bon, déjà, franchement, s'il part pour 18 millions d'euros alors qu'il a été recruté 300 000 ou 350 000, on va pas se plaindre, quoi. Mais effectivement, tu as tout à fait raison, il peut partir plus, surtout si, là, sur la fin de saison, il met 2-3 buts, il fait 2-3 encore matchs de très haute qualité, ça peut prendre très vite de la valeur, et si ensuite il y a des clubs qui commencent à se battre pour lui, on sait aussi que ça va monter. On sait également que Grégory Lorenzi est très bon négociateur, dur dans la négociation, donc on peut s'attendre à avoir un beau chèque du côté de Denis Lussin qui devra aller l'encaisser à la banque. Et justement, tu parles de quelques buts. Tu te souviens du premier but qu'il a marqué, Romain Fèvre? Bien sûr, c'était contre l'OM, je crois. Oh, c'est travaillé à l'entraînement, l'appel, il est vu. C'était contre l'OM, et l'OM, c'est justement l'adversaire qu'on va affronter ce week-end. Donc, on va passer à la dernière partie podcast sur l'OM. Là, tu as le pompon de la honte de l'histoire du foot en Coupe de France. Là, ils ont décroché le pompon, l'OM, ce soir. Pire, tu peux pas faire. Hop, alors, comme on l'a dit en introduction, c'est un match qui va démarrer samedi à 17h. C'est un match avec beaucoup d'inconnus, notamment du côté marseillais, parce que, voilà, pour situer, on enregistre le mardi soir. Marseille a un nouvel entraîneur depuis hier, c'est-à-dire lundi.
Jorge Sampaoli. Marseille va jouer ce mercredi face à Rennes dans un match en retard. Donc beaucoup d'inconnus. On verra. Peut-être un point, je l'ai oublié dans les news, mais il faut le dire, c'est n'oubliez pas de faire vos pronostics sur la Rouste. Bien sûr. Il y a des points à faire sur le coup, et notamment Marseille. Mais bon, malgré toutes ces inconnues, on a quand même réussi à avoir un invité. Donc cet invité, c'est Rémi, qu'on remercie, qui est présent ici donc pour évoquer la situation de l'OM aujourd'hui. Mais on le rappelle, ces propos-là sont tenus avant le match face à Rennes. Donc on l'écoute rapidement et puis on revient ici. Alors, petite présentation rapide. Donc on reçoit aujourd'hui Rémi, passionné de l'OM, également passionné de cyclisme, et notamment animateur du podcast Hors Délai, que Fanche valide notamment, vous pouvez y aller. Mais quand même, c'est en tant que supporter marseillais qu'on te reçoit, Rémi. Donc, on va remettre en contexte encore une fois. Tu interviens avant le premier match de Jorge Sampaoli face à Rennes ce mercredi. On reviendra sur ça dans quelques instants. Mais déjà, Rémi, merci de nous accorder un peu de ton temps. Et merci à vous. Alors, on va faire du très simple, du très général pour démarrer. Depuis quelques mois, l'OM est en difficulté. L'OM n'a gagné qu'un match sur les 15 dernières rencontres. La question est très vague, très générale, mais qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui à l'OM ? Il faut plutôt se demander qu'est-ce qui va. En fait, il y a une crise sportive d'abord, il y a une crise institutionnelle ensuite. Je pense que c'est pas la peine de vous rappeler ce qui s'est passé. Tous les médias en ont suffisamment parlé, entre l'invasion du centre d'entraînement, entre le changement de président, le proprio qui est revenu sur Marseille pour rencontrer les clubs de supporters, rencontrer la mairie, les politiques locaux, etc. Enfin, donc il y a eu beaucoup de remue-ménage en interne. Et puis au niveau des résultats, il y a une crise sportive qui dure depuis à peu près décembre, même novembre, et qui s'est accentuée donc par le fait que Villas-Boas a claqué la porte parce que par rapport au transfert d'Encham, apparemment il n'était pas ok pour que Longoria ramène Encham, donc il a claqué la porte, ou en tout cas il s'en est servi comme prétexte pour partir. Donc on a eu un intérimaire qui est le Nasser Larguet, qui était le responsable du centre de formation, qui a pris en main l'équipe avec des résultats qui étaient pas à la hauteur. C'est-à-dire il a relancé un peu l'équipe, on avait fait un beau match, on a gagné contre Nantes, mais après c'est surtout c'est reparti de plus belle avec des défaites et des nuls très très moyens. Et là depuis le début de semaine, on a Jorge Sampaoli donc qui est arrivé et qui va jouer son premier match ce soir face à Rennes. Voilà, pour résumer un peu la situation. Donc il n'y a pas grand chose qui va, donc on espère que Sampaoli va réussir à relancer tout ça. Il n'y a pas grand-chose qui va, et c'est un peu une surprise pour nous qui suivons l'OM de très loin, parce que on se rappelle, le premier match de l'OM cette saison, c'était face à Brest, et certes l'OM n'avait pas été grandiose, mais ça avait été solide, ça avait gagné, et aujourd'hui on a l'impression que toute cette solidité a un peu disparu. Sur le plan vraiment sportif, il y a quelque chose qui a changé entre l'OM du match aller et l'OM d'aujourd'hui, dans la manière de jouer, dans les joueurs présents? Alors déjà, depuis le début de saison, faut savoir que c'était poussif, c'est-à-dire les résultats étaient là, mais le fond de jeu n'était pas là. Moi, je me souviens par exemple d'un match qu'on gagne à Strasbourg 1-0 avec la seule frappe cadrée du match, peut-être même la seule frappe du match. En tout cas, c'était une seule frappe du match et on gagne avec ça. Enfin, au niveau du jeu, c'était extrêmement poussif. C'était beaucoup c'était du défensif, quoi, surtout. Très peu d'actions construites, très peu vraiment de jeu, quoi. Donc au niveau des résultats, ça tenait, puis jusqu'au moment où ça a plus tenu, parce que il y a des circonstances qui fait que par exemple le match à Rennes, le match aller, voilà, on menait 1-0, c'était plutôt bien embarqué, puis il y a eu un rouge de Gay qui peut être sévère, bon, on peut revenir dessus, mais donc il y a eu cet événement-là, et puis après il y a eu un enchaînement entre les blessures, les suspensions, etc. Et puis je pense que mentalement, physiquement, c'est un peu lâché aussi, et que l'absence de jeu a fini par avoir comme conséquence de ne plus avoir de résultats. C'est-à-dire qu'avant, ça pouvait passer grâce à la solidité, etc., sur des exploits individuels, mais au bout d'un moment, t'es puni quand tu refuses de jouer. Donc ça a fini par lâcher là-dessus, je pense. Toujours par rapport au match aller, il y a quand même 4 nouveautés du côté de l'OM, c'est 4 joueurs. Donc le premier, c'est Olivier Encham,
Le deuxième, c'est Milic. Le troisième, c'est Lirola. Et le quatrième, Nagatomo. J'en oublie aucun, il me semble. Alors, Milik, Lirolan, Chan, Nagatomo, ouais, je pense que c'est bon. Après, il y a des joueurs en moins, je pense, parce qu'à l'aller, il devait y avoir encore Adonic, devait y avoir peut-être Sanson. Donc oui, ouais, il y a quelques changements de joueurs. Après, je pense que ce qui va vraiment être le principal changement, c'est l'entraîneur avec un nouveau système de jeu, un nouveau schéma tactique, et puis qui va pas hésiter à relancer certains joueurs qui étaient un peu dans le dur. Tu penses à quel joueur en particulier? Je pense par exemple peut-être Benedetto. Bon après, Brest ça va arriver vite fait, donc il aura qu'une semaine en gros pour bosser. Mais il y a des joueurs comme Benedetto ou Cuisance peut-être. Hein. Après ça, comme je dis, peut-être pour Brest c'est un peu trop court, mais il y a ce genre de joueurs qui peut relancer, qui font une saison très très moyenne, un peu comme l'ensemble de l'effectif. Mais il y a ces joueurs-là, il y a un joueur comme Luis Enrique aussi qui peut être relancé, etc. Donc à voir. Il y a un élément qu'on doit prendre en compte, justement, Brest arrive en fin de semaine, mais il y a le match face à Rennes avant, et une des critiques qui revient assez souvent sur l'OM, c'est la condition physique. T'as pas peur que l'effet Sampaoli, qui est quand même quelqu'un de très exigeant, plus calendrier chargé, ça fasse qu'on ait un OM presque à bout de souffle ce week-end? Ça peut. Après, on a quand même quelques absents là face à Rennes, c'est-à-dire on a Gay qui est suspendu, on a Nchem qui est pas qualifié parce que quand le match devait se disputer, il n'était pas encore arrivé. Donc il aura la possibilité peut-être de faire quelques changements. Et après, on sait comment c'est quand un nouvel entraîneur arrive, les joueurs veulent se montrer, les joueurs veulent se donnent à fond pour gagner leur place, etc. Donc peut-être que le déficit physique va être compensé par un regain d'énergie, un regain de volonté, etc. Donc, à voir. Peut-être en partant de là-dessus, au-delà de l'effet Sampaoli dans l'effectif aujourd'hui de l'OM, qu'est-ce qu'on devrait craindre du côté du Stade Brestois? Un joueur en particulier ou il y a quand même encore un semblant de collectif qui fait que... Alors, déjà, je pense que le joueur qui sera à craindre le plus, ce sera Milik. Parce que même si l'OM a des résultats très, très mauvais, Milik, lui, il a toujours réussi à sortir un peu la tête de l'eau. C'est-à-dire, depuis son arrivée, je crois qu'il a 4 titularisations, 5 titularisations, et il a déjà mis 3 buts. Donc c'est un attaquant qui est bon. Je pense que tout le monde le connaît un peu parce qu'il a quand même une grosse réputation de par les clubs où il a évolué, son statut en sélection, etc. Et puis c'est un attaquant qui est assez complet, qui pèse sur les défenses, qui a un point de fixation, etc. Donc je pense qu'il sera à surveiller. Et puis après voir au niveau aussi de Payet et de Thauvin. Alors dans un schéma de jeu très qui devrait leur convenir parce que Payet, on sait que c'est un créateur, et dans un schéma de jeu comme Sampaoli le prône, il devrait pouvoir s'épanouir, tout comme Thauvin, qui sont des joueurs offensifs qui sont assez créateurs. Donc à voir si face à Brest ils sauront faire la différence. C'est des joueurs très fins techniquement, mais qui sont plutôt irréguliers. Donc peut-être avec Sampaoli et son exigence, ils vont pouvoir tirer leur épingle du jeu. D'accord. Et si on prend la perspective inverse, c'est quoi la solution, la recette pour aller battre l'OM au Vélodrome cette année? Déjà, le fait que ça se joue à huis clos, je pense que c'est un avantage pour Brest. Parce que enfin, malgré tout, le public, il a un effet. Moi, je me souviens le match l'année dernière où l'OM gagne 2-1 face à Brest, qui était peut-être le meilleur match de la saison de l'OM d'ailleurs. Je me souviens, Brest avait marqué contre le cours du jeu, etc. Et puis l'OM avait remis un but derrière dans la foulée avec un but de Radonjic, un but extraordinaire. Et enfin, le public avait vraiment poussé l'équipe. Enfin, il y avait une grosse ambiance. Donc ça, je pense, ça avait vraiment joué sur sur l'envie des joueurs, enfin sur leur envie d'aller de l'avant, etc. Donc je pense que l'absence de public, déjà, c'est un avantage pour Brest.
Ensuite, c'est une équipe qui est encore en plein doute, même si l'entraîneur est arrivé. Il a, il aura eu très peu de jours pour travailler un peu son système de jeu, etc. Ses schémas, son schéma tactique. Donc, l'OM risque d'être encore dans une phase de rodage, on va dire, et je pense que le doute reste quand même dans les têtes, c'est-à-dire s'il y a un but, ça peut très vite cogiter et retourner dans leur travers. Donc, à voir. Je suis pas persuadé que ça soit le meilleur moment pour Brest pour se déplacer à Marseille, mais bon, je pense qu'ils ont des arguments à faire valoir quand même. Et peut-être juste une dernière question qui là dépasse le seul cadre du match de Brest. Concrètement, les espoirs, les objectifs sur la fin de saison, c'est quoi du côté de l'OM? Arracher l'Europe quand même, ou on a déjà plus ou moins fait une croix dessus? Bah, le problème, c'est que c'est le match dimanche dernier face au Cani qui, je pense, en fait, pour moi, ce match, ça a marqué l'arrêt de la saison. Parce qu'en fait, on aurait pu avoir l'espoir de faire un parcours en coupe, voire la gagner. Mais là, bon, évidemment, on est sorti d'une piteuse manière. Donc, on a même plus ça. Donc, après, en championnat, honnêtement, quand je regarde le classement, je regarde vraiment d'un œil. On est très très loin des places, des 4 premières places dans mes souvenirs. Au moins des 3 premières, mais même des 4 premières. Donc après, accrocher l'Europe, à voir. Honnêtement, moi je pense que cette fin de saison, ça va surtout servir à Sampaoli pour vraiment mettre en place ce qu'il veut faire. Roder un peu son schéma tactique, voir les joueurs à conserver, ceux à pas conserver, etc., les points améliorés. Donc après, moi, j'ai pas d'attente particulière. Moi, je veux juste que Sampaoli il puisse bosser tranquille, que les mecs, que les joueurs finissent quand même par, par se déchirer, quoi, qu'ils arrêtent de nous montrer ce qu'ils ont montré depuis le début de la saison, qu'ils aient enfin l'envie de bien faire, l'envie de gagner, etc. Donc, moi, personnellement, j'ai pas d'énormes attentes jusqu'à la fin de la saison. Si ce n'est de retrouver un OM qui ressemble à quelque chose, quoi. Un OM qui va de l'avant et voir du jeu, il faut voir une équipe qui nous fait plaisir. Après, si on peut prendre l'Europe, on prendra. Hein. Bon, vous l'aurez compris dans les propos de Rémi, du côté de Marseille, l'heure c'est certes à l'espoir, mais c'est aussi l'heure du doute. Côté brestois, c'est un peu mieux. Je sais pas comment tu le sens, toi, ce match, franchement. Et ben étonnamment, je me dis qu'il y a un coup à jouer. C'est l'OM à la Marseille, au Vélodrome, mais c'est un Vélodrome vide, face à un Marseille très très malade. Alors effectivement, il y a l'inconnu, Jorge Sampaoli, comment est-ce que les joueurs vont réagir avec un nouveau coach dont on sait qu'il joue beaucoup sur la grinta, sur un petit peu voilà, l'engagement, la combativité. Mais je pense que si tu ouvres le score, tu mets le doute dans leur tête, et avec des joueurs rapides sur les côtés, des joueurs qui peuvent nous, en contre, être un petit peu percutants du côté de Brest, je pense qu'il y a un coup à jouer, que Brest ne doit absolument pas y aller en victime expiatoire, et que le match n'est absolument pas perdu d'avance. Autant à Monaco, j'étais très peu confiant, parce que Monaco est une équipe ultra solide, mais quand on voit qu'on a réussi à faire un nul à Lille, qu'on a fait un nul à Lyon, il n'y a absolument aucune raison de ne pas être capable. D'ailleurs, au match aller, on avait c'était le premier match de la saison pour l'OM, on les avait quand même un petit peu remués, même si on en prend 3. Je pense qu'on a progressé depuis cette époque, et je ne suis pas certain qu'eux aient vraiment progressé. Donc pour moi, Brest n'a jamais gagné au Vélodrome, et j'ai presque envie de jouer la victoire de Brest. C'est incroyable. Il a lu dans mes pensées. C'est effectivement sur le match aller, moi, que je me base. C'était un match aller très serré où l'OM l'avait emporté grâce à 2 buts sur coup de pied arrêté. Ça, on n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est un souci qui semble être réglé côté brestois. Effectivement, comme tu dis, le Stade Brestois est meilleur depuis le match aller, ne serait-ce que parce que maintenant il y a Steve Mounier. Et puis bah, je trouve que l'OM est moins fort. L'OM est moins fort dans son effectif. Enfin, son effectif est construit un peu bizarrement. Il y a des très bons joueurs, je pense à Payet, à Milic, mais derrière il y a des lacunes absolument immenses. Hein. Il y a Nagatomo et Sakai qui sont vraiment très très moyens. Il y a Alvaro qui certes aboie beaucoup, parle beaucoup, mais bon, quand il s'agit de jouer au football, c'est un peu plus compliqué. Donc franchement, moi je pense comme toi qu'il y a un vrai coup à faire et que les médias vont naturellement présenter Marseille comme favori, mais je suis pas sûr que ce soit vraiment le cas, hein, tout simplement. Pour rappel, pour les gens qui suivent le foot, mais qui suivent uniquement Brest ou un petit peu de loin,
Marseille s'est fait éliminer contre le Canet-en-Roussillon qui joue en N2 en étant. Enfin, c'est un match qui n'a pas du tout été volé par les amateurs. Au contraire, si tu regardes le match en étant un étranger, tu ne connais pas les deux équipes, tu ne pouvais absolument pas dire laquelle équipe était l'équipe professionnelle et l'autre laquelle équipe était amateur. D'accord? Donc on a vu un Marseille très faible. Il faut voir ce qu'ils ont fait contre Rennes. Alors évidemment, on enregistre avant, donc on n'est pas devin, malheureusement. On n'a pas encore ce pouvoir d'aller dans le futur. Mais voilà, Marseille reste sur une victoire sur les 9 derniers matchs avant le match de Rennes. C'est très inquiétant. Et en plus, là-bas, c'est le feu. On a vu les incidents à la commanderie, les joueurs comme Payet qui sont plus du tout au niveau. Moi, franchement, je maintiens qu'il y a vraiment un coup à jouer. Il faudra que tous les joueurs soient par contre à leur top. Et malheureusement, ça, c'est la première nouvelle, a priori mauvaise, tu l'écoutais, c'est Franck Honora qui est incertain. Oui. Bon. On espère ce mardi. On espère qu'il n'y en aura pas d'autres. Christophe Herrel revient dans le groupe. Je ne sais pas s'il serait titulaire ou si on reste sur Brassier. Il était également. Christophe Herrel n'a pas participé à l'entraînement ce mardi non plus. Donc on risque de reconduire logiquement Lilian Brassier. Enfin, je doute qu'on reconduise Jean-Kévin Duverne, mais... Ouais, pour moi Brassier. Moi, je te donne mon équipe si tu veux. Larsonneur, Pierre-Gabriel, Brassier, Chardonnay, Perrault, Lucas, Belkebla, Lannes, Fèvre, Fèvre, Cardona, Mounier, puisque Honora étant absent. Si Honora est là, Honora évidemment titulaire. D'accord. Ouais, c'est un 4-3 de mon côté. C'est sensiblement la même que j'avais en tête, parce que voilà, il y a des gros manques à l'OM, et notamment au milieu, ils ont Bouba Camara, qui est quand même un super joueur, je trouve, mais oui. À côté, bon, c'est Valentin Rongier, Olivier Ntam, qui ne convainc tout simplement pas. Et puis, ils font beaucoup jouer Gay en ce moment. Oui. La paire Gay-Camara qui semble être celle qui devrait jouer contre Brest et qui donne Gay comme un bon joueur. Oui, c'est vrai. J'avais oublié Pape Gay, ancien du Havre, il me semble. C'est ça. Et surtout, moi, il y a un point, on l'a évoqué avec Rémi, c'est que il y a quelque chose qui revient souvent dans les critiques de l'OM, c'est sur leur forme physique. T'as des joueurs qui sont, on peut le dire, ils sont carrément gros. On pense à Dimitri Payet. Des joueurs qui sont douillés, qui n'aiment pas aller au contact, qui n'aiment pas se battre, etc. Mais c'est des joueurs qui auront joué mercredi face à Rennes, avec un nouvel entraîneur qui est réputé quand même très exigeant, notamment physiquement. Donc je me dis qu'en plus on les prend presque au bon moment, parce qu'on va ramasser un Marseille qui physiquement sera pas encore prêt, qui physiquement sera sûrement fatigué. Moi je dis qu'il y a vraiment effectivement un coup à jouer, mais qu'il faudra, comme tu l'as dit, ne pas y aller en victime expiatoire. Faut aller là-bas pour les bouffer, faut les agresser très haut, jouer très vite, mais à terme on devrait voir quand même au moins le différentiel physique. Et ça, c'est un simple avis, mais c'est pas normal qu'une équipe comme Brest soit physiquement mieux préparée que l'OM qui, on le rappelle, jouait la Ligue des Champions en début d'année. Ouais, alors ils ont joué avec des champions, mais on a vu ce que ça a donné quand même dans les résultats. Oui. Alors si on fait juste un petit point très rapide avant ce match contre l'Olympique de Marseille, en termes de statistiques pour l'OM, pour vous donner un ordre d'idée, Marseille sur les derniers matchs, donc en Ligue 1, sur les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 derniers matchs, c'est une seule victoire à domicile contre Nice, un Nice qui cette année est vraiment pas au top, même sur les 15 derniers matchs, c'est qu'une victoire. Ils n'ont pas été capables de gagner à Dijon. Oui. Ils ont perdu contre Paris, ils ont perdu à domicile contre Nîmes, perdu à domicile contre Lens, perdu à domicile contre le PSG, et ils ont perdu là notamment contre le Canet-en-Roussillon. Donc voilà, c'est une équipe à regarder droit dans les yeux. Peut-être qu'on va perdre, ce serait finalement assez logique, mais il y a clairement un coup à faire. Après, si on perd, je pense qu'il n'y aura pas de surprise. Ça sera sur les qualités individuelles de l'OM. Oui. Donc, enfin, ils ont Payet qui est certes gros, mais qui est quand même un super technicien balle au pied. Florian Thauvin qui est très bien aussi. Et puis là, c'est quand même ce qui ressort, c'est Payet comme Thauvin. Ils sont très bons pour faire un peu, tu m'excuseras l'expression, mais les lèche-boules des nouveaux entraîneurs. Ça a toujours été le cas quand il y avait un nouvel entraîneur à l'OM. Il faisait 2 super mois et puis hop, voilà. J'espère que ce sera pas le cas. Et par contre, voilà, moi, celui que je pointe vraiment comme le gros danger, et il était pas là au match aller, c'est le Polonais Milic. Je comprends pas qu'un joueur de cette qualité vienne s'embarquer dans une galère comme celle de l'OM. Alors, je crois que en fait, il a beaucoup été blessé ces dernières saisons, et à Naples, il n'avait plus sa place, donc je pense qu'il a voulu se relancer peut-être sur 6 mois. Il y a l'Euro qui arrive,
Et je crois que l'entraîneur de la Pologne lui avait dit que s'il ne jouait pas, de toute façon, l'Euro se déroulerait sans lui. Je pense que voilà, il a fait le choix de venir à l'OM parce qu'il est sûr de jouer. De toute manière, c'est pas avec Benedetto et Germain qui va être en danger. Et Oui. pour jouer l'Euro, qui devrait, on est obligé de parler maintenant de toute façon toujours au conditionnel, qui devrait se tenir en juin. À mon avis, c'est pour ça. D'accord, oui. Ça fait sens, mais ça fait du coup un très beau challenge pour Brendan Chardonnay, encore une fois. Oui, Bon, je absolument. pense. Mais je crois que Brendan Chardonnay, cette saison, n'a plus peur de personne. Oui, et nous, on n'a plus peur de personne, peut-être grâce à Brendan Chardonnay. Mais en tout cas, C'est voilà, vraiment moi, la révélation de cette deuxième partie de saison pour l'instant, je trouve. oui, ah oui, même de la saison. Bah, il y a Romain Fèvre, mais Ouais, même t'as des joueurs comme Honora, Mounier, bon, moi je m'attendais pas forcément à ce qu'il soit aussi bon, mais Chardonnay, on le connaît depuis des années, on a toujours, finalement, on a commencé à douter de lui, parce que les entraîneurs qui se succédaient ne le faisaient pas jouer. Après, je pense que lui a changé beaucoup aussi, et il est le premier responsable, lui, de sa réussite actuelle. Ça, selon moi, hein, voilà, il a plus de travail, prise de conscience aussi, je pense qu'il a des qualités. Maintenant, il est plus vu comme le petit jeune formé au club, mais il est vu comme un défenseur titulaire et potentiellement pour moi qui ferait un bon capitaine pour le Stade Brestois. Mais ouais, c'est clairement la révélation, une des révélations de l'année. Ouais. bah, on espère il va persévérer, tout simplement. Bon, Et continuer à progresser. Oui, bien sûr, bien sûr. Je pense qu'on n'a pas, malheureusement, pas grand-chose d'autre à développer sur l'OM, parce que, voilà, on l'a dit, c'est l'inconnu total, on sait même pas comment l'OM va jouer sous Sampaoli, on sait pas s'il y aura des changements, on sait pas quelle équipe jouera à Rennes, donc on doit malheureusement se contenter de ça. On va quand même peut-être résumer ce match face à l'OM avec un mot, encore une fois, c'est l'espoir. Hein, je pense. L'espoir et puis finalement même la confiance. Allons-y avec de la confiance. Allez, Allons-y en étant optimiste. être optimiste, voilà, ça c'est le bon mot, c'est un bon mot pour finir un podcast. Donc je te remercie Franck de m'avoir accompagné sur ces 45 minutes. On Je te remercie également. On remercie Rémi, et puis bah on se retrouve dès la semaine prochaine, normalement avec Quentin, et puis surtout, ça, on l'a pas fait, mais il faut le faire, le petit coup de pub. N'hésitez pas à aller voir l'interview de Romain Perrault si vous l'avez pas vue. Elle est sur notre chaîne, elle est vraiment, enfin, toi qui l'as faite, je pense que tu l'as ressenti encore plus, mais vraiment un mec super sympa, pas avare, donc vraiment un gros plaisir. N'hésitez pas, allez-y, c'est disponible. Oui, absolument. Je confirme tout ce que tu dis pour avoir pu discuter du coup un petit peu hors micro finalement avec lui. Et bah, c'est pas quelqu'un qui, sous les micros, s'est donné un genre et ensuite nous s'est pris pour voilà, un peu la star ou quoi. Pas du tout, du tout. Ultra ponctuel, ultra disponible, très sympa. Vraiment, une crème, j'ai envie de dire. Allons sur le quai Guédon, devant le petit pont, chanter la chanson. Le branle-bas de la croisière et dans la planche baleinière. Chamboué, notre brigadier, son bonnet caplé, un peu sur le côté, me rappelle mon bâtiment, c'était le bon temps, celui de mes 20 ans.